Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va explorer une usine de filtration tellement efficace qu'elle est capable de traiter des centaines de litres de fluide chaque jour, le néphron. Imaginez-le vraiment comme une structure biologique à plusieurs étapes, une chaîne de montage incroyablement performante et entièrement dévouée au traitement et à la récupération d'un élément absolument vital pour nous, le sodium. Alors, comment va-t-on aborder tout ça? C'est simple, voici notre itinéraire. On va d'abord suivre le voyage global du sodium. Ensuite, on passera au TCP, qui fait vraiment le gros du travail, avant de descendre dans l'anse de Henle pour un petit zoom cellulaire. On verra après l'ajustement fin avec le TCD, et on terminera par le tube collecteur et les syndromes qui y sont liés. Allez, c'est parti. Première étape, le grand voyage du sodium. On va cartographier un peu le parcours de ce filtrat. Il faut savoir que chaque jour, c'est une quantité littéralement colossale d'eau et du sel minéraux qui transitent par nos reins. Et il est vraiment essentiel de réaliser l'ampleur de cette réabsorption quotidienne de sodium, parce que sans cette récupération permanente, eh bien notre survie serait tout bonnement impossible. Regardez un peu cette vue globale de l'anatomie rénale. Ce qui est frappant ici, c'est de voir comment la charge de travail est physiquement répartie. C'est comme un grand circuit avec 4 zones clés bien distinctes. D'abord, le tube contourné proximal ou TCP, ensuite la très longue boucle de l'anse de Henle, puis le tube contourné distal ou TCD, et pour finir, le tube collecteur qu'on appellera le TC. Chaque arrêt sur ce trajet a une mission très précise. On passe à la section 2, le TCP, là où se fait le gros du travail. Le tube contourné proximal, c'est notre tout premier arrêt majeur juste après le glomérule. C'est exactement ici que la très grande majorité de l'effort physiologique est amorcé. C'est le moment de lever les charges lourdes, pour ainsi dire. 60%, retenez bien ce chiffre vertigineux. C'est la quantité de sodium qui est réabsorbée dès ce tout premier passage. C'est un travail titanesque, réalisé dans un espace ultra restreint. Ça vous donne tout de suite une idée de l'importance vitale de ce segment initial. Et comment ça marche en pratique? Eh bien, la biologie a mis en place un système de troc fondamental, le mécanisme d'échange sodium-hydrogène. En gros, le sodium pénètre dans la paroi pour être récupéré, et en échange, un ion hydrogène est expulsé vers l'extérieur. C'est une vraie négociation physiologique, redoutablement efficace, qui rend possible cette phase de récupération massive. On arrive à notre troisième point. On plonge dans l'anse de Henle pour un zoom cellulaire, direction la salle des machines. En descendant littéralement dans la tuyauterie de notre rein, plus particulièrement dans ce qu'on appelle la branche ascendante large, on va voir comment l'opération monte en puissance. Ce deuxième segment est un acteur majeur puisqu'il prend en charge 30% de la réabsorption du sodium. Il agit vraiment comme l'indispensable salle des machines du néphron en venant compléter de manière assez agressive le travail qui a été initié juste au-dessus par le tube proximal. Alors, pour bien comprendre cette salle des machines, il faut s'arrêter sur un mécanisme fascinant, le cotransport. C'est quoi? C'est tout simplement le déplacement simultané de plusieurs ions à travers la membrane d'une cellule. Et dans l'anse de Henle, la véritable star, c'est le système NaK2Cl. Imaginez une seule pompe capable d'attraper en même temps un ion sodium, un ion potassium et 2 ions chlore en une seule action, parfaitement coordonnée. C'est brillant. Et c'est exactement à ce niveau-là que la médecine intervient de temps en temps, par exemple pour faire baisser la tension artérielle ou traiter des œdèmes. Des médicaments comme le bumétanide, qu'on appelle les diurétiques de l'anse, vont venir cibler et désactiver spécifiquement ce mécanisme NKCC2. Résultat, on empêche ces fameux 30% de sodium d'être récupérés, l'eau suit le sodium, et le tout est massivement évacué du corps. Bien sûr, si cette belle architecture cellulaire déraille, on fait face à des pathologies très sérieuses. Si on regarde du côté de la lumière du tube, un bug du NKCC2 ou du canal potassium ROMK2 va déclencher les syndromes de Bartter de type 1 et 2. De l'autre côté, tourné vers le sang, ce sont les canaux chlore, ClCnK A et B qui, s'ils dysfonctionnent, causent le syndrome de Bartter de type 3. Et derrière tout ça, on n'oublie pas l'infatigable pompe Na+K+ ATPase qui fournit l'énergie nécessaire pour faire tourner toute la boutique. On continue notre descente. Quatrième étape, le TCD, le tube contourné distal. C'est l'heure de l'ajustement fin. En entrant dans cette zone, la logique de l'usine change radicalement. On ne fait plus dans le gros volume brut, on passe au travail d'orfèvre, extrêmement nuancé. Logiquement, le volume absorbé chute brutalement. On ne gère plus que 7% de la réabsorption totale du sodium ici. Mais attention, ne vous y trompez pas, ce tout petit pourcentage est absolument crucial pour affiner les paramètres de notre corps. Pour cette zone, on peut appliquer une règle de 3 très facile à mémoriser. Côté physiologie, c'est le cotransporteur sodium-chlore, ou NCCT, qui gère le flux. Côté pharmacologie, on peut bloquer ce transporteur avec une famille de médicaments très connus, les diurétiques thiazidiques. Et côté pathologie, si ce transporteur est défectueux dès la naissance, ça donne ce qu'on appelle le syndrome de Gitelman. On touche presque au but.
Section 5, le tube collecteur et ses syndromes, ou ce que j'appelle les derniers 2%. C'est l'ultime étape anatomique de cet incroyable voyage du sodium. Alors, s'occuper de seulement 2% du sodium, ça pourrait paraître complètement dérisoire sur le papier, non? Eh bien, détrompez-vous. Cette toute dernière étape, c'est le gardien suprême de notre équilibre systémique. C'est le réglage au millimètre près qui garantit que notre tension artérielle et notre équilibre électrique restent parfaits. C'est vital. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on change encore de méthode. Le sodium n'est plus du tout transporté avec ses copains les autres ions. Il entre tout seul comme un grand par ce qu'on appelle le canal épithélial à sodium ou ENAC, et cette absorption en solo va activement modifier les charges électriques. C'est ce qu'on nomme la réabsorption électrogénique. C'est ce déséquilibre électrique inédit qui va notamment forcer notre corps à sécréter du potassium et de l'hydrogène. Encore une fois, la médecine sait comment agir précisément sur cette serrure. L'agent pharmacologique qu'on utilise pour fermer intentionnellement cette porte électrogénique, c'est l'amyloryse. C'est un diurétique qui vient se brancher directement sur le canal INAC pour l'obstruer. Efficacité redoutable. Et ça illustre brillamment à quel point la génétique peut créer des situations diamétralement opposées. D'un côté, on a le syndrome de Liddle, une hyperactivation complètement folle de l'ENaC, où le canal reste grand ouvert en permanence, et de l'autre, son miroir inversé, le pseudo-hypoaldostéronisme de type 1, une inhibition sévère où la porte refuse obstinément de s'ouvrir. Ces deux extrêmes du même canal provoquent des dégâts cliniques majeurs. Alors, le point crucial à retenir, c'est ce que montre ce tableau récapitulatif. C'est une excellente matrice pour réviser rapidement. Chaque zone a sa propre mécanique, son propre interrupteur médicamenteux et ses propres failles. Du TCP qui amorce l'effort, à l'anse de Henle bloqué par le bumétanide, en passant par le TCD contrôlé par les thiazidiques, jusqu'à notre fameux tube collecteur gouverné par le canal ENaC. Tout s'imbrique parfaitement. Pour conclure, je vous laisse réfléchir à ça. Si un tout petit dérèglement portant sur à peine 2% de la réabsorption, tout à la fin du parcours, est capable de provoquer des maladies génétiques aussi lourdes, à quel point la physiologie de nos reins est-elle délicatement équilibrée? C'est une fragilité absolument impressionnante, et ça donne vraiment matière à réfléchir sur la complexité de notre propre corps. Sur ce, merci d'avoir suivi ce décryptage, et à très bientôt.